chaque fois que vous prenez un avion, vous vous fiez à ses pilotes. Et chaque fois que les pilotes s'installent dans le poste de pilotage, ils se fient à leurs ordinateurs. La relation homme-machine est très complexe. Et lorsqu'elle ne se déroule pas à la perfection, la catastrophe peut survenir en quelques secondes. On va se retourner! On ignorait si on allait s'en sortir ou pas. Pilote automatique! Des décisions capitales doivent être prises en un instant, et la moindre confusion peut s'avérer fatale. Aujourd'hui, voler est très complexe et le pilote représente la dernière ligne défensive. Quand le pire s'annonce, une question s'impose. Qui pilote l'avion ? Il est un peu plus de 8h30 en Floride et ses élèves pilotes vont à l'école. Le sujet du jour est le Cirrus SR-20. C'est une version récente. Ça se voit au premier coup d'œil grâce à ce qu'on appelle les feux d'identification qui se trouvent à l'extrémité des ailes. Chaque année, des dizaines d'élèves pilotes entrent à la Delta Connection Academy, dans l'espoir de devenir un jour pilote pour le compte d'une grande compagnie aérienne. Leur vie et un jour celle de leurs passagers dépendront de leur connaissance intime de leur avion. De ce côté, juste ici, vous voyez le régulateur d'hélice. La majorité de nos élèves arrivent en n'ayant aucune ou très peu d'heures de vol. Notre but est de leur faire suivre notre cursus pour qu'ils se fassent embaucher par une compagnie locale. Par leur forme particulière, les extrémités de ces ailes permettent de réduire la traînée induite. Ces élèves pilotes font leurs premières armes sur de petits appareils. Et dans les années à venir, ils passeront sur des avions de ligne équipés du dernier cri en matière technologique. Remontons aux frères Wright. Ils n'avaient aucun système automatisé, à part un petit moteur à combustion. Et tout se faisait à la force des muscles. Les ailes, les gouvernes de profondeur et les gouvernes de direction étaient actionnés à la main. Mais en 100 ans, la technologie a révolutionné l'aéronautique. Les hommes partagent désormais le poste de pilotage avec des systèmes informatiques qui contrôlent chaque aspect du vol. Ils peuvent tout faire, y compris atterrir. Tout est paramétré pour que le pilote automatique et les systèmes automatisés soient les outils du pilote, mais pas ses remplaçants. C'est une leçon capitale pour ces élèves. Voler en toute sécurité consiste à trouver l'équilibre entre automatisation et entraînement. Car si un pilote commet une erreur ou si un instrument tombe en panne, les ordinateurs de bord peuvent se transformer en machines mortelles incontrôlables. Lima au Pérou, 2 octobre 1996. Le vol Aéropérou 603 s'apprête à décoller à destination de Santiago du Chili. L'avion, un Boeing 757 de 4 ans, est un appareil très sophistiqué, réputé pour sa fiabilité et son bilan sécurité. Il est piloté par 2 des meilleurs éléments de la compagnie nationale péruvienne. Le commandant Eric Schreiber et l'officier pilote de ligne, l'OPL David Fernandez. Il y a 61 passagers et 9 membres d'équipage à bord. L'avion fait partie d'une nouvelle génération d'appareils gérés par ordinateur. Les pilotes ont été formés à se fier à un système central de traitement des données conçu pour réduire les erreurs, tant mécaniques qu'humaines. Train rentré. Mais ce soir-là, quelques minutes après le décollage, le vol tourne horriblement mal. Les altimètres sont bloqués. L'altimètre indique la hauteur de l'avion par rapport au sol. Il affiche 0 alors que le 757 est de toute évidence en l'air. C'est curieux. Reste à V2 plus 10.
Le 757 est équipé de 3 altimètres. Un pour le pilote, un pour le copilote et un de secours. Et tous 3 semblent en panne. Tandis que les 2 hommes essaient de résoudre ce premier problème, un autre instrument capital disparaît, l'anémomètre. La vitesse. La vitesse. Qu'est-ce qui se passe? On ne monte pas. Si, mais la vitesse. Maintiens-la. Surpris par la multiplication des alarmes, le commandant Schreiber décide de se poser. Tour de Lima, Aéropérou 603. Nous déclarons une urgence. Aéropérou 603. Ceci est une urgence. Nous n'avons pas d'instrument de base, pas d'altimètre, pas d'anémomètre. C'est une urgence. Ce qui complique encore le problème, c'est que les 2 hommes volent de nuit et au-dessus de l'eau. Et comme ils n'ont aucun point de référence visuel et qu'ils ne peuvent pas se fier à leurs instruments, ils volent à l'aveuglette. L'avion était pilotable, mais il fallait d'abord diagnostiquer le problème. C'est facile de dire avec le recul, assis dans son fauteuil quand le soleil brille, voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais dans la nuit froide, avec les alarmes qui sonnent, c'est très difficile d'analyser des renseignements contradictoires. Par conséquent, l'attitude des pilotes dépend des renseignements transmis par le sol. Pouvez-vous nous donner notre vitesse R avec le radar? Oui. Dans les 10 secondes à venir, vous Montrez au niveau 6000, à 22 000 au sud, au cap 195. Reçu. Cap 190 et 7000 pieds sur notre altimètre. Oui, vous arrivez à 7000. Mais alors que les pilotes essaient de rentrer à l'aéroport, les choses empirent encore. L'ordinateur indique une survitesse. Survitesse. L'avion vole trop vite. Sors les freins aérodynamiques. Puis, c'est l'avertisseur de décrochage qui retentit. Et ensuite, trop bas, terrain. Qu'est-ce qui se passe? Trop bas, terrain. Avertisseur de proximité de sol déclenché. l'avertisseur de proximité de sol leur signale qu'ils sont dangereusement bas. Niveau de vol 10 000 au-dessus de l'océan. Il n'existe aucune checklist pour le cas où 7 ou 8 avertisseurs se déclenchent en même temps, comme ça leur est arrivé. Et ils n'ont pas pu les couper. Altitude 9700. 9700 Exact. Vous voyez le sol? 9700 Mais l'ordinateur nous dit qu'on est trop bas. Êtes-vous sûr de nous voir au radar à 50 000? Les pilotes sont bombardés d'informations contradictoires et ils ne savent pas lesquelles croire. Et soudain, ils comprennent l'horrible vérité. On a heurté l'eau. Remonte. Ils ne sont qu'à quelques mètres au-dessus de l'eau. On va se retourner! Aéropérou 603, Lima. Il n'y a aucun survivant. Ce drame est dû aux ordinateurs de bord. Ils sont devenus fous. En fouillant les eaux du Pacifique, les enquêteurs découvrent l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. Il était clair pour nous qu'ils avaient eu un problème avec l'anémomètre et les altimètres. Sur le 757, ce qu'on appelle le système Pitot mesure la vitesse R et l'altitude. Ces petits capteurs extérieurs transmettent leur lecture à l'ordinateur de bord. Mais les enquêteurs découvrent que des adhésifs recouvraient ces capteurs. En essayant de savoir comment ils sont arrivés là, les enquêteurs remontent jusqu'à l'équipe d'entretien de l'appareil à l'aéroport de Lima. Juste avant le décollage du vol 603,
le 757 a été nettoyé. Un membre de l'équipe d'entretien a recouvert les prises de pression statique de rubans adhésifs pour les protéger, comme le veut la procédure. Mais une fois l'entretien terminé, il a oublié de les enlever. Cet oubli en apparence anodin a eu des conséquences tragiques. La personne censée vérifier ce travail ne l'a pas fait. Le superviseur était absent cette nuit-là, il était malade. C'est un simple mécanicien qui l'a remplacé et il n'a rien vu. Le commandant, c'est lui qui a fait la visite pré-vol, a fait le tour de l'avion pour vérifier ce genre de choses, mais il n'a rien vu non plus. Oui, vous arrivez à 7000. Le blocage des prises explique également pourquoi le contrôleur aérien indiquait à l'équipage qu'il volait à 7000 pieds, soit 2130 mètres d'altitude. En effet, l'altitude à laquelle se trouve l'avion n'est pas calculée par des radars au sol, mais par les systèmes embarqués. De 7000 pieds, l'avion est descendu petit à petit, mais les systèmes embarqués ne s'en sont pas rendus compte. Et le contrôleur aérien n'avait aucun moyen de savoir que l'altitude apparaissant sur son écran était erronée. Cap au 360. Déboussolés par les lectures incompréhensibles de leurs instruments, les deux hommes étaient complètement perdus. Ils ne savaient ni où ils étaient, ni à quelle altitude, ni à quelle vitesse. On a heurté l'eau. Remonte. Remontez 603. Le vol Aéropérou a démontré de manière tragique à quel point les pilotes sont devenus dépendants de leur système de vol automatisé et à quel point ils sont impuissants lorsque ces derniers fonctionnent mal. Les élèves pilotes doivent comprendre la technologie complexe qui se trouve au cœur de leur appareil. En cas de problème, ils doivent savoir qui est aux commandes. Car même un pilote chevronné s'appuie parfois trop sur ses ordinateurs. Et dans ce cas-là, de temps à autre, le désastre est au rendez-vous. Nous allons voir les arrêts décollage et la préparation en vue d'une interruption en V1 suite à un incendie moteur, une panne moteur ou à la perte des commandes de direction. À la Delta Connection Academy, les élèves pilotes sont confrontés au pire dans un simulateur. Aucun pilote ne peut obtenir son diplôme à moins de savoir faire face à des problèmes qu'il ne rencontrera peut-être jamais au cours de sa carrière. Dans mon cours, ils travaillent comme un équipage et ils volent 26 heures en simulateur, 13 heures dans chaque siège. La simulation permet d'introduire des problèmes difficiles à reproduire en conditions réelles et elle permet de les répéter. Comme ça, si le pilote est un jour confronté à cette difficulté, pour lui, elle fera presque partie de la routine. Connexion 500 autorisée à décoller. Autorisé à décoller, connexion 500. Juste après le décollage, les élèves ont droit à un message d'alerte. Alarme pression, moteur gauche. Quand vous recevez ce genre d'avertissement, ne le passez pas sous silence. Accusez-en réception pour être sûr que vous êtes au courant tous les deux. D'accord. Alarme pression, moteur gauche. Je prends les commandes de vol. Il répète inlassablement la manœuvre en simulateur, car survivre dépend de sa bonne exécution. Dans un véritable poste de pilotage, même un petit désagrément peut dégénérer et conduire à une lutte désespérée pour sauver un avion. Le 19 février 1985, le vol China Airlines 006 tombe comme une pierre. Pas de réaction, commandant. Vitesse 80 nœuds en diminution. Un des moteurs est en panne. Pas de réaction. Les instruments donnent apparemment des indications insensées. On était secoués comme du popcorn. On ignorait si on allait s'en sortir ou pas. Le 747 chute de plus de 10 km en moins de 2 minutes. Les pilotes parviennent de justesse à le maintenir en vol. L'avion était totalement incontrôlable et il allait s'écraser. Le gros porteur plonge vers l'océan Pacifique. Puis, quelques instants avant l'impact, l'équipage reprend le contrôle.
Centre d'Auckland, Dynasty 006, nous déclarons une urgence. Dynasty 006, centre d'Auckland. Autorisation de descendre à votre initiative. Après avoir survécu à cette chute vertigineuse, le commandant Mumian Ho se pose à la perfection. C'était notre héros, il nous avait sauvé la vie. C'était un héros et tout allait bien. 2 douzaines de passagers sont légèrement blessés et un membre d'équipage est brièvement hospitalisé. Le 747, lui, est en piteux état. Des morceaux de la queue avaient été arrachés, comme si elle avait été ravagée par une tornade ou frappée par une grue de démolition. Les enquêteurs constatent que ces dégâts ne sont pas à l'origine des problèmes, puisqu'ils ont eu lieu pendant le piqué vertigineux. Ils épluchent les dossiers de maintenance et le journal de bord pour déterminer la cause de l'incident qui a failli se solder par un drame. Dans l'avion, ils découvrent un robinet de débit usé. C'est lui qui a conduit à la panne du moteur 4, mais cette dernière n'a pas suffi à faire tomber l'avion comme une pierre. Extinction moteur 4. La perte de poussée d'un seul moteur sur un quadriréacteur est un événement mineur. C'est à surveiller, mais le déséquilibre est facile à compenser et l'avion peut voler avec 3 moteurs sans difficulté. Je ne pense pas que j'étais fatigué. Le commandant explique aux enquêteurs que pendant que l'équipage se battait contre le moteur défectueux, il a laissé le pilote automatique s'occuper de l'avion. Mais sur ce 747, cette machine ne contrôle pas le gouvernail de direction. Les pilotes automatiques sont paramétrés pour assurer un vol stable. En cas de problème, ce système intervient. La puissance fournie par les moteurs côté gauche devenant plus importante, le Boeing commence donc à virer sur la droite. Le pilote automatique réagit en actionnant les ailerons pour le faire voler en ligne droite. Mais à eux seuls, ils ne suffisent pas et l'avion continue son virage. Pour l'empêcher d'appuyer à droite, il aurait fallu agir sur le gouvernail de direction. Le pilote a peut-être oublié que le pilote automatique n'actionnait pas le gouvernail et supposé, à tort,
et l'avion plonge vers le sol. À gauche, on est au ras du sol. L'avion pique à une vitesse incroyable, perdant 200 mètres à chaque seconde. Pour les passagers, c'est comme si un ascenseur se dérobait sous leurs pieds. Debout, debout! Quand le commandant parvient enfin à s'installer dans son siège, il est trop tard pour sauver le vol 593. Comme lors de l'incident du vol 006 de China Airlines, l'équipage a été induit en erreur par son système informatique. Mais dans ce cas-là, il n'a pas réussi à reprendre le contrôle à temps. L'accident n'est donc pas dû à un problème mécanique, mais à une décision simple prise par un pilote chevronné. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de semblable avant ou depuis. C'était un manque de professionnalisme patent de la part du commandant, et l'OPL porte aussi une part de la responsabilité pour ne pas avoir immédiatement présenté les objections. Que quelqu'un de non qualifié s'asseye dans le siège d'un avion de ligne est impensable. Cette erreur a été aggravée par le fait que l'équipage ne comprenait pas entièrement le système informatique. On est dans un circuit d'attente. 10 ans plus tard, un autre pilote va lui encore être victime de ces instruments. Quoi? Cette fois, la situation va empirer sous l'effet d'une sensation que les professionnels sont formés à ignorer. Paul Mauro est instructeur à la Delta Connection Academy. Son travail consiste à mettre les élèves pilotes dans des situations particulièrement inconfortables et à les faire atterrir. La reprise de contrôle consiste à enseigner à un pilote à récupérer un avion qui présente une altitude ou une perte de contrôle inhabituelle, suite à des turbulences de vent, du cisaillement ou encore un décrochage involontaire. On va faire un passage à basse altitude, juste à l'aplomb de la piste, et à mi-chemin, on va monter en chandelle pour montrer à quel point on peut rapidement se retrouver en situation de piqué. Dans la première partie de la montée, on encaisse beaucoup de G, 6 à 6,5. Ça veut dire 6 fois le poids du corps. Je pèse 91 kilos. Multiplié par 6, ça me donne l'impression d'en faire 546. Je me sens complètement écrasé sur tout le corps et j'ai l'impression que mon visage dégouline. Mais une fois qu'on s'y est habitué, c'est plutôt drôle. Dans une situation étroitement contrôlée comme celle-ci, avec un instructeur juste à côté de lui, l'élève apprend à faire face aux effets physiques violents qui sont susceptibles de le désorienter. Les pilotes doivent surmonter ces sensations au point de les ignorer. Faire confiance à ce que le corps dit peut en effet s'avérer désastreux. « 3 janvier 2004. Un charter de la compagnie Flash Airlines s'apprête à décoller de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte. Il y a 148 personnes à bord. Bonjour mesdames et messieurs. Au nom du commandant Kader et de son équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord du Boeing 737-300 de Flash Airlines. Le commandant Kader Abdullah a 53 ans et c'est un ancien officier de l'armée de l'air égyptienne qui compte plus de 7000 heures de vol. Nuages et ciel clair. QNH 10-13. Dans l'obscurité qui précède le lever du soleil, le commandant Kader et son équipage décollent sans problème. Ils volent en manuel, n'ayant pas encore branché le pilote automatique. Mais pendant la montée, l'avion commence à s'écarter du plan de vol. On tourne à droite. Quoi? L'avion tourne à droite. À droite? Comment ça, à droite? Sur virage. Pilote automatique. Pilote automatique branché. Pilote automatique. Pilote automatique. Pas de pilote automatique. Non!
Dieu! Dans la lumière du petit matin, les sauveteurs constatent que personne n'a survécu au terrible accident. L'avion venait de partir et c'était très curieux que l'accident ait eu lieu si tôt après le décollage. Des enquêteurs français et américains participent aux recherches organisées par les autorités égyptiennes. Il leur faut 2 semaines pour repérer et récupérer l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres. Les enquêteurs passent en revue des dizaines de scénarios possibles, dont un incluant un problème de désorientation spatiale. La désorientation spatiale est un trouble physiologique qui se situe au niveau de l'oreille interne. Au-dessus d'un océan noir, sans horizon visible et sans lumière au sol, le pilote peut très bien ne plus percevoir visuellement s'il vole vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche. Si le liquide de son oreille interne bouge, ou si l'individu penche la tête, ça induit une sensation physiologique qui peut amener le pilote à croire que l'avion vole tout droit et en palier, alors qu'il tourne. Compris, Inch'Allah. Virage à gauche pour s'établir sur le 306 du VOR de Sharm el-Sheikh. Tandis que l'avion vire au-dessus de la mer Rouge, il se met à dévier petit à petit de son cap. Mais le pilote ne dit rien. Apparemment, il n'a pas conscience de cette modification de trajectoire. Ça représente énormément de travail. Quand il n'a aucun repère visuel, car il s'agit d'une nuit sans lune et qu'il est au-dessus d'un endroit où il n'y a ni relief ni lumière. Un pilote professionnel doit être pleinement conscient du fait qu'il risque d'être désorienté. Ce que le commandant a perçu réellement, personne ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que ces instruments montrent qu'il tourne petit à petit vers la droite. On tourne à droite. Quoi? L'avion tourne à droite. Comment ça, à droite? Dans ce cas précis, vous essayez non seulement de piloter tout en tâchant de comprendre dans quelle situation vous vous trouvez, mais vous vous posez aussi des questions. Vous vous attendiez à quelque chose et votre PL vous annonce exactement le contraire. Malgré la quantité de renseignements contradictoires que le commandant Kader recevait, les enquêteurs constatent qu'il avait presque réussi à reprendre le contrôle de son appareil. Il est intéressant de constater que la récupération commence au moment où l'avion se tourne en direction de la côte. Les lumières à terre ont donné au pilote une idée précise et exacte de la position de l'avion. C'est le moment où la désorientation disparaît. Et c'est précisément le moment où la récupération commence. Malheureusement, c'était trop tard pour sauver l'avion. Malheureusement, ça ne change rien au fait que le commandant avait sous les yeux tous les renseignements dont il avait besoin pour sauver l'avion. Ce qui est important quand on est victime de désorientation spatiale, c'est de faire confiance à ces instruments, de partir du principe qu'ils disent vrai. Et quelles que soient les sensations qu'on ressent, de se dire que ce sont des limitations propres à l'être humain. Il faut faire confiance aux instruments. C'est une leçon qui est rabâchée chaque jour à la Delta Connection Academy. Brian Patricia est un des élèves désireux de piloter un jour un avion de ligne. Un objectif qui va encore lui demander plusieurs années de travail. Il faudra que je travaille 5 à 6 ans pour une compagnie locale avant de passer chez une grande. C'est le cursus habituel. Les pilotes des grandes compagnies internationales cumulent souvent plusieurs milliers d'heures de vol. Mais tous sont partis de zéro. Il existe un très vieux dicton dans notre profession. Dès qu'on a l'impression qu'on n'apprend plus rien, il faut quitter ce métier, sinon on va le payer très cher. La formation est continue. Les stages récurrents font partie de la sécurité. Si nous avons aujourd'hui un transport aérien aussi sûr, ça tient en grande partie à l'efficacité et à l'exhaustivité de cette formation. Se fier aux instruments et faire confiance aux ordinateurs sont deux des leçons principales de la formation au pilotage. On met la clé de contact, on s'assure que l'hélice est dégagée et on démarre le moteur.
Chaque vol effectué en toute sécurité, que ce soit à bord d'un appareil de tourisme ou d'un avion de ligne, dépend de la collaboration entre le pilote et son matériel. Mais les avions modernes sont si bien conçus que même lorsque la technologie est endommagée, les pilotes réussissent encore bien souvent à se poser. 24 août 2001. Le vol Air Transat 236 transporte 306 passagers et membres d'équipage. L'Airbus qui doit se rendre au Portugal est dans une situation inquiétante au-dessus de l'Atlantique. On aurait entendu une mouche voler. Il n'y avait pas le moindre bruit en cabine. Si l'avion est aussi silencieux, c'est parce qu'il est tombé en panne d'essence. Le gros porteur s'est transformé en planeur géant. Nous n'avons plus d'hydraulique jaune et bleue, plus d'anémométrie 2 et 3. Les appareils technologiques qui permettent généralement à un avion de voler se sont arrêtés. L'avion est à une dizaine de kilomètres dans le ciel et il est privé de ses instruments les plus essentiels. Le commandant Robert Pichet et l'OPL Dirk de Jager doivent pourtant trouver un moyen de rallier la terre ferme. Pendant les 4 premières heures du voyage entre le Canada et le Portugal, le vol se déroule normalement. On arrive au point de report suivant. Toutes les 30 minutes pendant la traversée de l'Atlantique, l'équipage vérifie sa position et sa consommation de carburant par rapport à celle du plan de vol. 2 tonnes à droite, 11 tonnes de sang à gauche. En dépit du système informatique, certaines procédures comme la vérification du carburant sont faites à la main. Vérification carburant terminée. Niveau normaux. Très bien. Une alarme vient interrompre la routine du voyage. Regarde, une alerte. Température d'huile basse et pression élevée sur le 2. L'ordinateur indique que la température de l'huile dans le moteur numéro 2 est basse, mais aussi que la pression d'huile est élevée. Une température d'huile basse indique généralement un problème au niveau des capteurs. Normalement, la température d'huile ne baisse pas, elle monte. Une température basse n'est donc pas une source d'inquiétude. Une pression élevée est une indication très étrange. C'est très rare, je n'ai même jamais entendu dire que c'était arrivé. Ces lectures sont tellement inhabituelles que les pilotes envisagent la possibilité d'une erreur de l'ordinateur. Malgré tout, le commandant et l'OPL continuent de vérifier ces données. Une demi-heure après la première alerte, une deuxième retentit. Alerte de déséquilibre de carburant. C'est du jamais vu. Vérifie ce qu'affichent les cams, j'appelle le contrôle aérien. À bord de l'Airbus A330, l'essentiel du carburant se trouve dans de grands réservoirs d'ailes. L'ordinateur a détecté que la quantité de carburant côté droit est nettement moins importante que celle côté gauche. Le manuel recommande de faire un transfert de combustible par l'intermédiaire d'un robinet d'intercommunication. Le liquide peut ainsi passer d'un côté à l'autre. Une fois cette procédure entamée pour corriger un déséquilibre, l'opération doit commencer très rapidement. En clair, la situation ne doit plus empirer. Pourtant, alors que l'équipage suit la procédure adéquate, la situation s'aggrave. Le niveau n'augmente pas côté droit. Vérifie la quantité. Elle est très basse. On a bien moins de carburant que prévu. On dirait une fuite. Revérifie. Le système gère des centaines de capteurs qui peuvent être perturbés par des choses aussi banales qu'un peu de gel ou de glace. Dans ces cas-là, on obtient des données erronées. Mais dans ce cas précis, la lecture est tout à fait correcte. Un des moteurs a une grosse fuite et Robert Pichet a transféré le précieux carburant dans un réservoir qui perd. Cette donnée est confirmée lorsque l'OPL termine une nouvelle vérification carburant. D'après les cadrans, tous les réservoirs de l'aile droite affichent un niveau bien inférieur à celui prévu par le plan de vol. Il n'y a presque plus rien dans les autres. Et le réservoir d'équilibrage? Vide aussi.
À chaque seconde qui passe, la fuite vide un peu plus les réservoirs. Et finalement, c'est la panne sèche. On perd le moteur 2. J'y crois pas. Poussée maximale sur le 1. Qu'est-ce qui se passe? Fais un transfert du réservoir central vers celui d'équilibrage. Transfert, quantité proche de 0. Ça n'est pas possible. On va quand même pas tomber en panne sèche. En fait, l'A330 est déjà en panne sèche à environ 12 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Plus de carburant signifie plus d'électricité pour piloter. Mais l'avion possède une ultime source de courant. L'équipage déploie un système de secours rarement utilisé. C'est la RAT, l'aéropompe. Elle se déploie sous le fuselage à hauteur de l'emplanture des ailes. Il s'agit d'une petite hélice qui tourne grâce au vent. Elle fournit une quantité d'énergie très limitée à certains systèmes électriques et hydrauliques, ce qui permet de piloter l'avion. Autrement dit, même si c'est un planeur, c'est au moins un planeur pilotable. Au décollage, cet avion d'Air Transat était une petite merveille de l'aéronautique. Désormais, il risque de tomber comme une pierre et l'équipage en est réduit à compter sur l'aéropompe pour rallier la terre ferme en un seul morceau. L'équipage se détourne aussitôt de sa destination première, le Portugal, pour se diriger vers la petite île de Terceira dans les Açores, où se trouve une base militaire. J'ai vu le personnel de bord des gilets de sauvetage à la main courir dans les allées. Évidemment, j'ai eu très peur. Je me suis demandé ce qui se passait. C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Si le commandant Pichet ne parvient pas à rallier l'aéroport militaire, il devra amérir. Mais c'est bien la dernière chose qu'il a envie de faire. Les avions ne sont pas conçus pour résister à un amérissage. En 1996, un Boeing 767 de la compagnie Ethiopian Airways était tombé à court de carburant au large de l'Afrique orientale. Ces derniers instants avaient été filmés par des touristes. Sur les 175 personnes qui se trouvaient à bord, seules 50 avaient survécu. Privés de certains instruments capitaux, Robert Pichet et Dirk de Jager doivent collaborer comme ils ne l'ont encore jamais fait. L'idée qu'un avion de ligne puisse se retrouver à court de carburant malgré toutes les sécurités installées à bord est difficile à imaginer. Ces deux hommes ont fait front ensemble. Bec sorti. La conception de l'avion l'empêche de tomber comme une pierre. Même privé de moteur, l'A330, grâce à son élan, dispose d'un peu de portance. Il perd rapidement de l'altitude, mais il est toujours en l'air. Donne-moi une vitesse d'atterrissage. Sans moteur ni volet, la vitesse d'approche idéale est de 170 nœuds. On va trop vite. Oui, mais la piste est très longue. Sauf qu'en bout de piste, il y a une falaise. À l'aide du courant fourni par la RAT, le commandant Pichet force l'avion à tourner serré, afin de réduire sa vitesse. L'avion était presque incliné à 45 degrés. Je croyais qu'il allait se retourner et piquer. Tout le monde en position de sécurité. Tiens bon. Les pneus ont explosé. Après avoir éclaté 8 pneus, l'avion s'arrête à mi-piste.
Tout le monde est sain et sauf. L'avion s'est posé en un seul morceau, en ne crevant que 8 pneus, et 300 personnes ont été sauvées. Il a sauvé 300 personnes. Jamais un avion de ligne, privé de puissance, n'avait volé sur une distance aussi longue. Et la nouvelle de l'exploit de Robert Piché et Dirk de Jager fait le tour du monde. On n'a pas le temps de penser à autre chose qu'à la sécurité des passagers. C'est l'objectif principal. Et comme on n'avait plus de moteur, notre deuxième objectif, c'était d'atterrir en toute sécurité. À ce moment-là, c'est l'expérience qui a parlé. Les enquêteurs découvrent que la fuite a été provoquée suite au remplacement du moteur droit, 5 jours plus tôt. Vous devez comprendre qu'une petite erreur a été commise lors du changement d'une pompe. Nous l'avons installée, mais certains tuyaux devaient y être raccordés. Et il y a eu confusion. Cette petite erreur a handicapé cette machine de haute précision. Mais la conception de cet avion a permis aux pilotes d'exercer suffisamment de contrôle pour éviter un désastre. Bretro, pilote privé. À la Delta Connection Academy, un élève a décroché son brevet. Après 14 mois de formation, il a fait un pas de plus vers une carrière de pilote de ligne. Nous ne prenons pas tout le monde à l'académie. Nous voulons des gens motivés qui veulent venir et qui se passionnent pour le pilotage. C'est une carrière dont il faut vraiment avoir envie au plus profond de soi. Sinon, on n'y arrive pas. Les accidents ont souligné l'importance pour les pilotes de bien comprendre la relation complexe qui existe entre un équipage et ses ordinateurs. La vie d'un nombre incalculable de gens en dépend. Les pilotes prennent la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leurs passagers très au sérieux. Nous sommes responsables du moment où les passagers entrent dans l'avion jusqu'au moment où ils en ressortent. Le pilote représente la dernière ligne défensive. Les systèmes automatisés rendent le vol plus prévisible et plus fiable. Mais c'est le mariage entre l'ordinateur et l'équipage qui fait de l'avion un des moyens de transport les plus sûrs.